j'ai choisi de vous parler de la destinée d'un bidonville de Rabat au Maroc, situé le long de l'océan, Douar El Koura, du coup, et des abris de fortune que l'on peut peut-être qualifier de secondaires ou de cabanes que certains bidonvillois collecteurs de moules informels construisent dans les falaises en bordure de l'océan, à quelques centaines de mètres des baraques dans lesquelles ils vivent avec leur famille. Je m'appuie sur un terrain en cours, sur lequel je n'ai pas pu retourner depuis 2 ans, donc l'ethnographie nécessite largement d'être complétée. Mais je peux quand même m'appuyer sur un suivi au long cours, puisque j'ai effectué ce que l'on appelle en anthropologie des revisites en 2001, 2008, 2012, 2018, 2019. Cette approche finalement diachronique d'un morceau de territoire me permettra d'introduire le rapport au temps tel qu'il traverse la précarité, tel qu'il traverse un bidonville, de même que d'envisager justement la précarité comme quelque chose qui était un état inscrit dans un processus. Alors, ma communication s'inscrit à la croisée d'une part de réflexions que je mène depuis longtemps sur les restes, les déchets, leurs dimensions symboliques et politiques, et d'une réflexion sur les habitations de fortune, les occupations et habitations temporaires, entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure avec Ingrid Sénépar, dans le cadre d'une réflexion de 2 années qui a débouché sur une publication en 2011 que j'ai oublié d'apporter, alors que j'avais vraiment l'intention de vous la montrer. Au long de cette réflexion avec Ingrid, nous avons réfléchi à la notion de précarité justement à travers des exemples concrets d'habitations éphémères, temporaires, mobiles, etc., en essayant de disjoindre les notions pour réfléchir précisément à qu'est-ce que la précarité. Et moi, je suis attachée à la vision politique de la précarité. Pour moi, la précarité d'une habitation est avant tout un rapport politique qui plonge les habitants dans un présent qui dure, pour reprendre une expression de Michel Agier à propos des camps de réfugiés, qu'il situe comme étant des lieux plongés dans un présent qui dure. Donc, la précarité envisagée comme un rapport politique. Alors, avant de vous parler du bidonville et des abris construits par les bidonvillois collecteurs de moules, je vais vous présenter très vite les orientations théoriques qui soutiennent l'anthropologie des sociétés par leur reste que je m'attache à développer. Je centrerai ici sur l'articulation reste, déchets, espace et habité, et je vous passerai toutes les théories classiques sur qu'est-ce que le reste et qu'est-ce que le déchet. On verra plus tard si on en a besoin. Alors, ma démarche est l'aboutissement de travaux ethnologiques que je mène depuis plus d'une vingtaine d'années, en France, au Maroc essentiellement, et plus rapidement en Inde, en Égypte, au Bangladesh, auprès de travailleurs des déchets et de personnes dont les modes d'existence, les habitations font usage d'objets rejetés ou abandonnés. J'essaie de maintenir une distance critique vis-à-vis de la prolifération récente de travaux de recherche d'appels d'offres sur les déchets, le recyclage, etc. Et je prête attention aux tensions autour de la captation des rebuts et des déchets, de leur valeur et de leur pouvoir subversif. Je m'interroge concernant le fantasme d'une société de consommation qui prône l'économie circulaire, le zéro déchet, la xème vie des objets, tout en faisant le choix de la croissance et de l'innovation qui génère forcément de l'obsolescence. Qui dit innovation dit déchet, dit reste. Voilà. Et ces contradictions me préoccupent et m'inquiètent. Et je crois que je peux dire que je mène une anthropologie inquiète, en fait, à propos de ces sujets-là. Il me semble que c'est justement ces contradictions et ce fantasme peut-être du zéro déchet, du recyclage parfait, de sociétés qui se rêvent sans reste, pose de profondes questions politiques, symboliques. N'aurait-on pas affaire à un totalitarisme? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être sans reste? Qu'est-ce que ça veut dire être sans déchets? Est-ce que c'est possible, impossible? Et puis, qu'est-ce que ça donne comme monde? Un monde lisse, sans reste, sans coupure? Est-ce que c'est un monde habitable? Et du coup, je m'intéresse à l'altérité dont sont porteurs les éléments rejetés, les déchets, et aux façons dont les déchets, les restes, contribuent à donner prise sur le monde, à le rendre habitable, à y instaurer ce que de Certeau nomme des espaces d'habitabilité. Moi, je fais un clin d'œil à Frédéric parce qu'il aime beaucoup Michel de Certeau. Auprès des travailleurs des déchets, donc je reviens sur déchets habités, auprès des travailleurs des déchets, j'ai pu constater combien le déchet, l'ordure, pouvait contribuer à créer des formes d'opacité protectrice. Les travailleurs des déchets, où que je les ai rencontrés, déploient autour de ces substances, de ces matières, de ces états, de ces états, on va dire,
et au cœur parfois de leurs institutions de travail, des espaces opaques, en lesquels ils peuvent développer des visions du monde, des formes d'humour, des manières d'être, protégés qu'ils sont par justement l'ordure. Personne ne vient voir à cet endroit-là ce qui s'y passe et ce qui s'y joue. Et donc finalement, j'ai pu constater que les ordures, le déchet contribuaient dans ces lieux-là, pour ces travailleurs-là, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, à créer des espaces dans lesquels pouvait se développer une parole, un point de vue subversif sur l'institution, sur le travail, sur le monde. Et donc que l'ordure et le déchet y contribuaient. Ça va, c'est ce que je vous dis, vous voyez à peu près voilà. Les quartiers des Abalines, parfois en plein cœur du Caire, relèvent de ce mécanisme-là. On a des quartiers entiers des Abalines que l'on ne voit pas alors qu'ils se situent au cœur du Caire, protégés en quelque sorte, masqués par le déchet, l'ordure, la souillure. Sur tous mes terrains, toutefois, j'ai observé une tendance à l'accroissement de la réduction de ces zones d'opacité, l'accroissement du contrôle sur ces zones de liberté, en quelque sorte, ces zones d'opacité au sein des organisations du travail, avec une mise au propre des espaces, la transparence, le verre, les salles de pause, avec des cloisons de verre à travers lesquelles on peut voir, etc. Les égoutiers que j'ai longtemps suivis, qui sont tenus d'avoir des tenues vertes ou bleues, propres, donc pas tachées, enfin bon, et l'opacité disparaît. Elle ne disparaît pas complètement, cette opacité, elle va se loger quelque part, et dans des zones d'autant plus reculées qu'elle est combattue à la surface. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de suivre précisément ce que j'appelle le reste du reste et de suivre les gens, ces objets, là où ils sont repoussés au bout du bout. Parce qu'il me semble que même s'il reste un seul individu qui s'occupe de ces choses-là, même s'il reste un seul objet, déchet, reste, ce seul objet, ce seul individu peut nous donner des informations fondamentales et cruciales sur l'ordre social et sur les sociétés qui les produisent. Voilà un petit peu la façon dont je travaille. Et je m'intéresse particulièrement actuellement aux forces de captation des déchets par une économie de marché qui prive les populations les plus pauvres d'un accès à des ressources qui leur permettent ou leur permettaient de vivre. Donc, il y a là, me semble-t-il, des objets assez, vifs d'un point de vue politique. Alors, une fois ces choses dites, je vais à présent vous parler de Douar El Khora. Et Philippe, je compte sur toi pour me couper. Je ferai comme Thierry. Je m'enfuirai dès que j'aurai là où j'en serai, parce que je ne suis pas sûre de tenir le temps. Alors, les observations que j'ai faites dans le... Ah, mais... ça va être compliqué. Voilà. Les observations que j'ai faites dans ce bidonville au Maroc, se situaient dans le cadre d'une recherche qui n'avait pas pour objet principal les bidonvilles, mais je travaillais sur la privatisation de la gestion d'un service d'assainissement urbain. Donc, on va revenir sur ces histoires d'eau usée, etc., etc. Les bidonvilles ne sont pas pourvus d'assainissement public dès lors qu'ils ne sont pas régularisés. Et la compagnie privée et les services publics que j'accompagnais régulièrement dans leur travail n'intervenaient pas souvent dans les bidonvilles, si ce n'est lorsque les bidonvillois, brûlaient des pneus et bloquaient les routes pour justement se plaindre de leurs conditions d'existence. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le bidonville de Douar Khora. Je suivais un technicien qui a été appelé parce que les bidonvillois bloquaient la route en brûlant des pneus. Ils se faisaient embarquer par les flics. C'est pour ça aussi que j'ai cité Colette Pétonnet, parce que le panier à salade, il est fréquent dans ces zones-là. Puis au Maroc, ça ne plaisante pas. Bref, donc voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert ce bidonville. Ce bidonville se situait donc à Rabat, je parle au passé, je vous donne déjà à la fin de l'histoire, à Rabat, en bordure de l'océan. Il était environné à l'est et au sud, au nord aussi, par des quartiers populaires ou accueillant une population de cadres moyens. Il était presque dans le centre, non loin de la cité historique des Oudaya. Les chiffres officiels concernant le nombre de baraques et la population, c'est très compliqué à établir pour des bidonvilles, mais là, tournaient autour de 10 500 habitants et 1 600 baraques environ, donc un grand bidonville pour le Maroc et pour Rabat. Ce bidonville est installé sur un ancien terrain de foot mis à disposition pour les ouvriers d'un chantier dans les années 40-50, d'où son nom, Khora signifiant ballon en arabe.
Donc, ce lieu sur lequel s'étaient installés des ouvriers d'un chantier dans les années 50 s'est progressivement densifié. Il était d'abord constitué de tentes, remplacées ensuite par de la tôle et progressivement durci par endroits, et puis monté en étage aussi. Alors, au sud, ce bidonville était longé par une des artères principales qui traverse la commune de Yacoub El Mansour. Et le long de cette route, en fait, les baraques du bidonville qui donnaient sur cette voie contenaient pour la plupart, donc ce que tu as décrit tout à fait, des activités commerçantes, ferblantier, coiffeur, barbier, épicier, électroménager, mécanique, fruits et légumes, etc., etc. Il y avait même un souk, toute une partie du bidonville qui est un souk bidonville. De l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, parce que je n'ai pas de carte. Mais de l'autre côté, en fait, du bidonville, donc on a la route, le bidonville, et puis une autre route et l'océan. Voilà. Et le long de l'océan passe une route qui longe le bidonville aussi et qui donne sur l'océan. Et là, Hassan II, à l'époque où il était vivant, avait décidé de cacher les bidonvilles en édifiant de grands murs. Et c'était le cas donc pour Odor El Khora, parce qu'un grand mur avait été édifié entre le bidonville et l'océan. Je ne sais pas si vous me situez, mais bon, voilà. Entre le bidonville et l'océan. Et ce mur, eh bien, posait problème aux habitants. Ça, c'est la partie commerce qui donne sur l'avenue Yacoub El Mansour. Et donc, nous, on est de l'autre côté. On ne le verra pas, mais on est de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, un grand mur. Et ce grand mur, en fait, bloquait l'écoulement des eaux. Donc, le bidonville n'était pas pourvu d'assainissement. Et toutes les eaux de la ville, puisqu'on est en bordure de l'océan, enfin, toutes, une grosse partie, coulaient dans le bidonville et étaient bloquées par ce mur. Et donc, ce qui posait problème, évidemment, aux habitants du bidonville, surtout ceux qui étaient près du mur, lors des fortes pluies. Les baraques situées à proximité du mur étaient ainsi amplement inondées, parfois inhabitables, mises en péril, et certaines étaient abandonnées. Alors, pour pallier à ce problème, les habitants de certaines venelles s'étaient organisés collectivement pour équiper leur territoire de collecteurs d'égouts. C'était le cas notamment lorsque plusieurs voisins étaient maçons. Et les collecteurs que construisaient ces maçons, raccordés à leur maison, là ça devient un peu technique, se jetaient parfois dans les collecteurs de la ville qui passaient sous le bidonville sans se charger des eaux du bidonville. Donc, pour se raccorder au réseau de la ville, ces bidonvillois cassaient en fait les collecteurs de la ville. Ils faisaient des trous pour pouvoir y jeter leurs eaux. Ce que j'ai pu constater, puisque je faisais un terrain surtout sur Rabat-Salé, c'est que parfois, les maçons bidonvillois qui construisaient les collecteurs faisaient des collecteurs qui étaient bien plus aux normes que les collecteurs de la ville qui souvent étaient plus ou moins, plus ou moins respectueux des normes dans la mesure où on avait des clientélismes, des pots de vin, etc., même plus ou moins raccordés, plus ou moins vides. Enfin bon, voilà. Donc parfois, les collecteurs à l'intérieur du bidonville étaient plus aux normes que... Mais il n'y avait pas que des collecteurs comme ça à l'intérieur du bidonville, il y avait aussi des venelles à ciel ouvert, certains avaient mis en place des puisards, idem pour les WC. Certains avaient, donc les maçons pour la plupart, pouvaient construire des WC à l'intérieur de leur baraque. Ce n'était pas le cas de tout le monde. D'autres avaient des WC à l'extérieur qui étaient dans des sortes de cabanes de paille. D'autres, enfin, n'avaient pas de WC et faisaient leurs besoins dans des sacs plastiques qu'ils allaient jeter dans les poubelles à l'extérieur du bidonville. Ça, tu connais. Et d'autres, enfin, la nuit, allaient déféquer de l'autre côté du mur de la honte, qu'ils appelaient le mur de la honte, aller de l'autre côté. Ce qui fait que le matin, quand les herbatis ou les touristes passaient le long de la route, admiraient l'océan, ils avaient comme ça, tac, 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 des dépôts d'excréments tout le long du mur. Alors, toutes ces choses-là, bon, il y aurait des tas de choses à dire sur chacune de ces techniques, mais là, je ne pourrais pas. Toutes ces choses-là alimentaient un point de vue, on va dire, exogène. Moi, quand je passais avec les techniciens et les ingénieurs de la Redal, qui était l'entreprise qui avait le service d'assainissement, ils me disaient, bah, tu vois bien, enfin, ces gens-là sont dégoûtants, ils cassent tout, ils sont sales. Et finalement, il y avait un mécanisme de naturalisation qu'on connaît bien, qui est une construction sociale, de position sociale, articulée à la distance à l'ordure. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que l'ordre urbain mettait en désordre le territoire bidonvillois. C'est bien parce qu'il y avait le mur que les eaux s'écoulaient mal, etc. Et donc, l'ordre urbain créait du désordre dans cet espace-là et la simple mise en ordre de l'espace bidonvillois crée du désordre aussi de l'autre côté. On voit bien là qu'on a affaire à des rapports politiques et que le moindre objet technique, y compris un dispositif d'assainissement, est
est au cœur d'enjeux et de rapports politiques, ou en tout cas les révèle, les exprime, les manifeste, les active et les actualise. Alors, ce bidonville, enfin, c'est une autre chose qui m'intéresse dans cette histoire de bidonville, c'est que ce bidonville était sur le territoire de Rabat, mais il n'en était pas moins traversé par un rapport au temps différent de celui observé dans d'autres quartiers réglementaires environnants. Le bidonville pouvait à tout moment être inscrit dans des programmes de régularisation, c'est-à-dire solidifié, confirmé dans son existence, ou bien de démolition, de recasement, de relogement, etc. Donc, c'est aussi ça la précarité, c'est-à-dire habiter un endroit, après on verra comment on utilise le terme, j'ose à peine, mais, et être suspendu comme ça dans le temps à une décision qui dépend de quelqu'un d'autre que de soi-même. Et donc, voilà. Et à Douarcora et dans d'autres bidonvilles, le bruit circulait que les autorités publiques, un jour, le roi, parfois c'était la sœur du roi, parfois c'était la fille du roi, allaient donner des terres aux bidonvillois lorsque le bidonville serait résorbé. Comme un rêve. Un jour, on ne savait pas quand, mais un jour, le roi donnerait peut-être des terres aux bidonvillois quand le bidonville serait résorbé. Et alors les habitants du bidonville, pas tous, mais certains, envisageant cette issue, sans en connaître l'échéance, restaient, parfois certains, restaient dans le bidonville et occupaient leur baraque afin de pouvoir un jour bénéficier de ce terrain, pouvoir un jour avoir cette maison. D'autres revendaient même leur baraque à des spéculateurs, alors des petits spéculateurs, je dis spéculateurs, ce sont des gens qui spéculent, mais pas l'image habituelle du spéculateur, qui achetaient une baraque dans le bidonville dans l'espoir d'un jour avoir un terrain ou une maison. J'ai connu un gardien d'immeuble qui venait la nuit dormir dans la baraque d'un bidonville pour pouvoir justement garder la place et garder sa baraque. Comme il n'y a pas de titre de propriété dans les baraques du bidonville, si on part 3 jours, on n'est pas sûr de retrouver sa baraque, puisque quelqu'un d'autre peut s'y installer, puisque la baraque n'appartient à personne. Bon, bref. Donc lui, il revenait et il avait dans l'idée un jour d'avoir ce terrain. Et ce qui m'intéresse là, c'est que les baraques, en fait, contiennent des rêves d'autres maisons et de propriétés. Et là, ça me fait penser à Bachelard. Alors, Bachelard, des fois, il m'agace parce que je le trouve un peu ethnocentré quand il dit que la maison est le non-moi qui protège le moi, ou quand il dit que toute maison contient le rêve de la coquille, du noyau initial, etc. Mais je trouve ça intéressant de penser ces habitations en se disant qu'est-ce qu'elles contiennent comme autre... Voilà, qu'est-ce qu'elles contiennent d'autres comme maison, comme baraque, comme cabane, enfin, voilà, à quoi elles font écho, ou qu'est-ce qu'elles portent, en fait. Et là, beaucoup de cabanes, beaucoup d'habitants portaient ce rêve de maison, une autre maison. Cette attente, donc, nécessairement suspend l'avenir à une décision politique, comme je vous le disais tout à l'heure, et oriente le sens donné à l'occupation et le temps vécu de l'occupation. On n'occupe pas sa maison, sa cabane, sa baraque, etc. de la même façon quand on est suspendu comme ça à ce type de décision-là. Alors, une autre figure secondaire, parce que c'est un peu ça aussi dont j'avais envie de parler, une autre figure secondaire s'articule aux baraques des bidonvilles. Alors là, en l'occurrence, à Douarcora, il s'agit des abris de fortune construits par les bidonvillois qui, lorsqu'ils n'ont plus de revenus, pratiquent à des fins lucratives une activité extrêmement dangereuse et informelle qui est la collecte des moules. Donc sur la... Attendez, parce que j'ai complètement oublié. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de faire tourner les... Voilà. Voilà, donc les collecteurs de moules qui sont des bidonvillois, des hommes qui, lorsqu'ils n'en peuvent plus de misère, lorsqu'ils n'ont plus d'autres moyens de survie, vont sur la falaise, donc qui est de l'autre côté de la route, de l'autre côté du mur, de l'autre côté de la route, il y a l'océan et une falaise, et donc ils vont sur cette falaise-là, et là, donc ils collectent les moules. Ils les collectent, ils les pêchent, donc c'est une activité extrêmement dangereuse parce qu'ils descendent le long des falaises et puis ils les ouvrent sur place. Et pour les ouvrir, eh bien, ils font un feu, ils ont des outils, ils les ouvrent et puis ils les décortiquent et puis ils vendent les moules détachés de leurs coquilles à des gens qui viennent les chercher sur place ou bien parfois au bord de la route. Et pour ce faire, pour développer cette activité qui leur prend la journée en période de pêche et de collecte, en fait, ils construisent sur le rivage, dans les criques ou sur les falaises, des cabanes, des baraques, voilà. Donc un peu comme celle-là.
Et je voulais vous dire, oui, je voulais vous citer les bidonvillois à propos de leur activité. Hein. Je cite, « On vient ici quand on n'a plus rien pour vivre. Lui, c'est un voisin, ça allait mal pour lui, alors je lui proposais de venir autour de notre feu et on lui a montré comment faire dans les vagues. » Un autre m'a écrit très récemment, puisque je n'y suis pas retournée, mais je suis en lien avec eux, enfin avec certains d'entre eux par Facebook, qui est bien pratique pour ça. Donc un autre m'a écrit récemment, « Je vis une très mauvaise vie. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bon travail. » Je ne transforme pas ces propos, hein, c'est écrit en français. « Je vis une très mauvaise vie. Il n'y a pas de bon travail cette année. Je suis allée dans la ville occupée espagnole de Ceuta pour l'immigration, mais la police espagnole nous a renvoyés et nous a tiré dessus avec des balles en caoutchouc et des bidons de gaz lacrymogène. Le citoyen marocain devient vivant dans la pauvreté. Alors, je suis revenue travailler ici. Je suis revenue travailler ici, ça veut dire je suis revenue travailler dans la cabane sur le rivage. » Voilà, donc ce sont ces hommes-là hein, qui habitent le bidonville et qui travaillent à la moule. Alors, toutes les activités techniques de ces collecteurs de moules, qu'il s'agisse de la construction des abris, des foyers, des tenues de travail, de la collecte des moules ou de leur préparation, mobilisent exclusivement des matériaux de récupération. Je vais vous donner des exemples. Alors, l'utilisation de sacs de farine ou de riz, quand un peu les mêmes, pour confectionner des vêtements sacs, je vous montrerai une image plus tard, dans lesquels ils déposent les moules, ils se font des vêtements avec ces sacs, cousus par les hommes, pour déposer les moules quand ils les recueillent, parce qu'il faut faire très vite, puisque les vagues et l'océan les menacent. Donc voilà, bon, ces vêtements sacs, avec des sacs donc, de farine, des seaux de peinture qui font office de récipients pour la cuisson des moules, des tapis de prière jetés par les mosquées, par exemple, pour s'isoler du sol, construire un vélum, s'abriter du soleil, allumer le feu aussi, les mettre dans le feu pour déclencher le feu, des chambres à air rapiécées pour transporter les moules jusqu'aux abris, des pieux de chantier pour soutenir les vélums, etc., etc. À l'exception des téléphones portables, des appareils radio, des théières et des plâtes-agines et du piolet utilisé pour décrocher les moules de la falaise, tous les artefacts sont issus sont des rebuts urbains, hein, ont été jetés par d'autres. Lorsque la journée de travail s'achève, ces objets-là sont laissés sur place dans les cavités de la roche ou enterrés dans le sable, puis déterrés le lendemain. Ils n'ont peu de valeur, donc on les laisse sur place. Bien que les matériaux utilisés pour ces cabanes soient fragiles et sans valeur économique, bien que l'occupation de la côte soit temporaire, parce qu'en fait la pêche a lieu du mois de mars au mois d'octobre, donc ensuite on n'occupe plus la côte, les sites d'occupation sont pérennes et traversent le temps. Les collecteurs occupent certaines cavités depuis plusieurs dizaines d'années et les campements temporaires voués au traitement des moules se déploient sur un site occupé depuis le néolithique. Ainsi, les collecteurs déroulent leurs activités au milieu de restes préhistoriques dont certains affleurent à la surface. Alors, je ne vais pas développer plus avant la description détaillée de cette culture matérielle. Je soulignerai toutefois qu'à l'intérieur de ces abris, il s'y passe des activités de travail, mais il s'y passe aussi autre chose, en fait. Les hommes écoutent de la musique, ils se racontent des histoires, ils parlent de leur famille, ils parlent de leur vie. Ils parlent beaucoup. Et dans leur conversation, il est question de tout et de rien, donc de la technique, du bidonville, de ce qui se passe en Europe, de tentatives de traversée, etc., de désespoir, de honte, de courage. On se raconte des blagues, le courage d'affronter la mort, force physique ou d'usure aussi, la fatigue. Il est question aussi de politique et d'inégalité, parce que vous avez vu dans l'extrait que je vous ai cité, de ce collecteur de moules, enfin, qu'un regard est porté aussi hein, sur le monde et un regard politique est porté aussi sur sa situation. Il est question de frontières traversées vers l'Europe manquée, de familles que l'on risque de perdre. Il est question aussi de collègues, de voisins tombés tellement bas qu'ils ne rentrent plus chez eux et vivent dans ces habitations, dans ces cabanes, dans ces abris. Sur la plage, en fait, hein, qui vivent sur la plage parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux, tomber dans l'alcool, le kiff, la pauvreté, la misère et n'osent plus retourner chez eux. Et alors, dans ces abris secondaires, à l'écart du bidonville et en contrebas de résidences luxueuses qui bordent la côte, s'élaborent et s'énoncent des points de vue sur les vies, les inégalités, les corps, l'extrême pauvreté, les voyages. Ces présences fragiles, ces formes de vie donnent à penser, me semble-t-il, des modes alternatifs d'ancrage et d'articulation, ville-nature, mais aussi une façon dont les restes
peuvent conduire à construire justement, alors c'est un terme à la mode, mais des espaces autres, on va dire, pas forcément des hétérotopies, mais des espaces autres. Et voilà. Et alors, là, je vous ai parlé de la maison imaginaire contenue dans la baraque du bidonville, de cette résidence secondaire. Je vais parler de Colette Pétonnet, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Lors de la journée d'études, donc on avait organisé avec Ingrid sur les cabanes, enfin, elle était avec nous, elle était tout le temps là. Et on s'était rendu compte, c'est une question que je lance, quand les intervenants parlaient, en fait, qu'il était toujours question, quel que soit le terrain, d'une autre baraque ou d'une autre maison ou de quelque chose d'autre. Là, donc, on a la baraque du bidonville et bon, on a quand même, enfin, on a une cabane de la baraque, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ce redoublement-là, cette forme de secondarité, voire même, peut-être qu'il y en a même plus de deux. Et on s'était rendu compte que sur les terrains, il y avait comme ça un lieu autre, un abri autre, voilà. Et on s'était marré. Je regarde parce que Colette m'avait dit, mais tu te rends compte, en fait, mais c'est dingue l'anthropologie. Ils sont en train de mettre des centaines de gens à la rue en France et nous, les anthropologues, on va leur expliquer en fait que les humains, il ne leur faut pas une maison, il leur en faut 2 et peut-être même 3. Voilà. Et c'était Colette. Voilà. Et je pense qu'il est important, quand on travaille sur l'habitation, l'habiter, enfin, ces questions-là, d'aller voir justement que contient la maison et puis est-ce qu'il n'y en a pas une autre cachée quelque part ou pas cachée d'ailleurs, enfin, où sont-elles et quelles sont-elles et comment elles s'articulent les unes aux autres. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, ça va encore? C'est juste, parce que quand même, je voulais vous parler de la fin. Le bidonville de Douarcora a été démoli. Il a été démoli, il a commencé à être démoli à partir de 2004-2005 environ. Le Maroc a fait le choix d'un programme national de résorption des bidonvilles, un programme qui se devait être à la fois du marketing urbain, donc le centre-ville, la corniche, le bord de l'océan est devenu un lieu extrêmement investi par les programmes immobiliers, par le tourisme, la vue sur l'océan, etc. Alors que la ville de Rabat se détournait plutôt de... Combien il me reste? Je ne sais pas du tout. Quelle heure il est? Je ne vois pas l'heure. Quelqu'un à l'heure? Ah, 29. Allez, 5 minutes. Je prends 5 minutes. Donc voilà, donc la ville de Rabat a fait ce choix, pas sous la pression, mais voilà, dans un mouvement international avec des normes internationales, donc un marketing urbain, et donc a fait le choix de l'option ville sans bidonville, tout au moins pour le centre. Et donc Douar El Koura a été pris dans un programme de démolition et de reconstruction. Alors ce programme de démolition s'articulait à un programme aussi de relogement des bidonvillois. Certains se sont vus attribuer des terrains, mais alors des terrains très très loin de la ville, en périphérie, alors que Douarcora était un endroit à partir duquel ils avaient développé une économie, des liens avec la ville, ils habitaient de cette ville, donc relogés très loin, ou alors accession à la petite propriété pour des bidonvillois. Donc, le monsieur que je connaissais qui était gardien d'immeuble, lui, il a pu le faire, mais beaucoup de bidonvillois n'ont pas pu accéder à la petite propriété. Et je cite donc une nouvelle stratégie qui se fondait sur communiqué de presse officiel, sur la volonté de laisser le secteur privé jouer le rôle de chef de file dans l'office de l'habitat et d'accroître l'accessibilité à l'habitat pour les ménages à faible revenu au moyen d'interventions mieux ciblées et induites par le marché. Donc, un choix qui est de laisser le marché régler ces affaires-là, une confiance, on va dire, très forte dans le marché. Alors, le bidonville a été détruit au tractopelle en plusieurs tranches, mais un problème s'est posé. Alors, d'une part, les bidonvillois qui avaient développé leurs activités commerciales ne voulaient pas quitter le bidonville. Et donc, certains revenaient. Alors, ne partez pas pour que les tractopelles ne puissent pas casser la baraque. Ils ne partaient pas. Et puis, quand ils finissaient par être chassés, ils revenaient habiter dans les ruines. C'est-à-dire, ils revenaient habiter dans leurs baraques cassées. On voit bien, voilà. Et alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'était leur habitation, parce qu'ils y développaient leurs activités économiques, mais aussi parce que ce relogement, en fait, comptait un terrain par baraque. Alors qu'en fait, une baraque comprenait plusieurs ménages. Et c'est pour ça aussi,
tu l'as dit, qu'elles étaient, c'est un habitat aussi évolutif, et du coup, elles étaient à étage, et voilà, là on le voit, enfin non, c'était dans l'autre, on voyait un étage, et en fait, il y avait plusieurs, c'était une famille, mais quand les enfants se mariaient, peut-être que la fille ou le fils venait vivre dans la baraque, on construisait un étage, etc. Donc, une baraque comprenait plusieurs ménages. Et donc là, il y a des revendications sur cette baraque-là, qui sont, on veut plusieurs terrains, on veut un nombre de terrains qui correspond au nombre de ménages, de familles contenues dans la baraque. Donc, cette revendication-là fait partie aussi du fait que les gens sont revenus, sont restés habités dans le bidonville détruit. Donc là, pour le thème habiter les restes, on est bien dans le sujet. Pour ce qui est des... Voilà. Pour ce qui est des... Je suis peut-être allée vite, si vous voulez. Pour ce qui est des collecteurs de moules, il en va un peu de même. Les collecteurs de moules donc, continuent à développer leur activité. Il reste encore des bidonvilles, notamment du côté de Salé. Donc, on a encore cette collecte de moules est active. Mais on commence à apercevoir certains mouvements. Donc, la côte est devenue une corniche avec des milliers de palmiers, des milliers de lampadaires, etc. Avec des milliers, non, pas des milliers, mais des panneaux qui vantent les mérites des nouvelles constructions qui vont avoir lieu, de luxe, avec piscine, etc., sur la côte rocheuse. Et donc, les collecteurs de moules sont toujours là. Mais ils font des feux, les collecteurs de moules, avec des tapis de prière, des pneus, etc. Et ce n'est pas du tout dans les normes de ce nouvel urbanisme. Et donc, on leur interdit de faire des feux, on leur demande d'utiliser des réchauds à gaz, ce qu'ils ne peuvent pas toujours se payer. Donc, ils les ont sans gaz. Et quand la police arrive, ils éteignent leur feu et ils montrent leur réchaud à gaz, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser. On commence à considérer aussi que les collecteurs de moules portent préjudice à l'environnement en empêchant les moules d'une façon un peu sauvage. On commence à considérer aussi que les moules sont très certainement pollués. Et ce qui m'intéresse là, et j'arrête là, c'est promis, je ne me suis pas enfuie finalement, c'est que le désordre et le déchet, à la fois, on voit pour les baraques, les bidonvilles, etc., peut être ressource, donne lieu à des façons d'habiter, d'occuper, d'exister, mais il peut aussi être un argument du pouvoir. Et là, on voit se développer actuellement, là, à Rabat, une lutte du propre contre du sale, au cœur de laquelle les collecteurs de moules et les bidonvillois sont du côté du sale, selon les normes qui se développent dans ces nouveaux projets, cet urbanisme. Voilà, projet immobilier Safira qui est en train d'être construit sur la côte. On est loin des bidonvilles et on est loin des bidonvillois.